Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Les vaccins ont permis de sauver 1 million de vies sur l'ensemble du continent européen. C'est ce qu'a annoncé l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué paru ce lundi. Et ça ne va pas nous empêcher de nous poser quelques questions sur cette période que nous avons traversée. Peut-on concilier démocratie et urgence sanitaire ? Comment s'assurer de la légalité des décisions qu'on prend en période de crise ? Faut-il des contre-pouvoirs en matière de santé publique ? Comment expliquer aussi que certains d'entre nous hésitent à se faire vacciner ? Comment s'assurer que l'information scientifique est accessible et fiable ? Lutter contre les fake news ? Le débat scientifique peut-il s'écarter des décisions gouvernementales ? Vous avez compris, on va reparler de la Covid-19 ce soir et on va essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. Et pour répondre et débattre avec nous, deux invités, tous les deux professeurs à l'Université libre de Bruxelles. Anne-Emmanuelle Bourgault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit constitutionnel et d'histoire du droit. Vous enseignez à l'ULB ainsi qu'à l'Université de Mons. Et vous êtes l'autrice de Covid-19, la démocratie confinée. Et puis en face de vous, il y a Olivier Klein, professeur de psychologie sociale à l'ULB. Et vous êtes co-auteur avec Vincent Iserbyt de psychologie de la vaccination. On vient de voir les couverture de vos deux ouvrages qui paraissent tous les deux, c'est un hasard ou pas, je ne sais pas, ces jours-ci aux éditions de l'Université libre de Bruxelles. On se rappelle que vous avez tous les deux d'ailleurs pris la parole au moment de cette crise du Covid-19 régulièrement dans les médias. Poser les réflexions sur le papier, c'est le bon moment pour le faire, c'est le recul qu'il fallait un an plus tard, Olivier Klein ? Moi, je crois que c'est un bon moment pour effectivement répondre à certaines questions à tête un peu plus reposée que dans le feu de l'action. Oui, même question, Anne-Emmanuelle Bourgault, il fallait coucher sur papier un certain nombre de choses que vous avez dites ou vous êtes allé plus loin dans la réflexion ? Les deux, mais je pense que c'est aussi important pour les acteurs parce que les acteurs étaient sur le front, nous aussi d'ailleurs en tant que prof d'UNIF, c'était quand même, on était tout à fait sur le pont pour donner cours en distanciel, etc. Donc je pense que le recul, ça fait du bien à tout le monde, certainement en matière scientifique. Ouais, on a en mémoire dans l'opinion publique une gouvernance pendant cette période-là qui s'est concentrée au sommet de l'État, Sophie Lumès dans une première période, ensuite un duo avec Frank Vandenbroek et Annelies Verlinden, ministre de la Santé, ministre de l'Intérieur ensuite. Des décisions à la fois politiques et scientifiques, avec des conseillers, des virologues, Mark Van Ranst, Erika Vliege, Yvonne Latem, etc. Et puis un commissaire Covid-19 sur la fin, Pedro Facón, qui n'a peut-être pas été dans les premiers rôles, en tout cas dans ceux qu'on retient. Cette vision, elle est conforme à la réalité, à ce que vous en avez comme perception ? La place de l'expertise, oui, certainement. Ça, c'est un gouvernement des experts avec des qualités, des défauts et avec des avantages et des inconvénients. Ce qu'on peut déjà peut-être dire, c'est que c'était des experts très ciblés. Vous voyez, c'était des experts qui majoritairement avaient un profil sciences exactes, on va dire, infectiologue, biologiste. Voilà. Et que donc, forcément, ça a produit ce que ça devait produire, c'est-à-dire une politique qui était axée sur ces enjeux et ces critères-là. Alors que ça, le recul nous permet de voir, c'est qu'il n'y avait pas que ces enjeux-là. Il y avait les enjeux de santé mentale, les enjeux pédagogiques, les enjeux économiques. Voilà, ça, c'est ce qu'on perçoit aussi maintenant à l'heure actuelle. Ouais, Olivier Klein, il y a eu plusieurs groupes d'experts. Il y a eu le Céléval, il y a eu le GACE, il y a eu le GAMES, il y a eu une task force vaccination, il y a eu un risk assessment group. On ne va pas tout passer en revue. Vous confirmez que parfois les experts, y compris des sciences sociales ou psychologiques, ont été abordés et associés. Vous avez vous aussi participé notamment à un baromètre de la motivation, on va y revenir. Mais les experts, ils ont eu leur place, ils ont été consultés ou pas assez ? Disons que je suis tout à fait d'accord avec Anne-Emmanuelle. Au début, il y a vraiment eu un focus sur des experts, je dirais, dans les sciences biomédicales. Quand même, je crois qu'il y avait quand même un économiste. Alors, nous, en tout cas, les psychologues, on a fait beaucoup de bruit. Et donc, il y a eu à un moment un expert en psychologie aussi. Mais finalement, les autres disciplines ont été très peu représentées. Alors, il y a eu ce petit épisode du Céléval qui était un peu plus élargi, si je ne me trompe. Mais on est quand même resté dans quelque chose qui, je pense, ne prenait pas en compte toute une série de dimensions qui étaient vraiment importantes et que Anne-Emmanuelle a mentionnées. Ouais, vous avez participé avec, je pense que c'était l'université de Gand qui l'avait lancé, au baromètre de la motivation. L'ensemble des universités, enfin beaucoup d'universités y ont collaboré ensuite. C'était un outil utile, à la fois pour le gouvernement et à la fois pour les scientifiques que vous êtes ?
Alors ça a été très utile, je pense, à plusieurs niveaux. D'une part parce qu'il nous semblait vraiment important d'avoir un outil qui permette de sonder la réaction de la population par rapport à la situation telle qu'elle s'articulait. Elle changeait d'une semaine à l'autre. Et donc c'était finalement le moins mauvais outil dont on pouvait disposer, étant donné les moyens qu'on avait. C'était des grandes enquêtes oui. En ligne auxquelles la population est invitée à participer. Oui, donc on a fait toutes les 2 semaines quasiment une enquête avec à peu près les mêmes questions et adaptées en fonction du contexte. En tout, on a plus de 400 000 personnes qui ont 400 000 réponses à l'enquête. Parfois, les mêmes personnes répondaient plusieurs fois. Et donc, ça a permis vraiment de voir comment les gens réagissaient à différentes mesures. Parfois aussi de faire des simulations de situations. De dire, dans telle situation, comment réagiriez-vous ? Et d'informer d'une part le public via les médias, parce que les rapports étaient publics, et également les décideurs de certaines possibilités d'action ou de la réaction de la population par rapport à certaines mesures. Et vous avez pu mesurer qu'à certains moments, la population belge adhérait plus qu'à d'autres aux mesures qui étaient annoncées. Il y a plusieurs époques, on peut schématiser. Oui, tout à fait. Donc, en fait, de façon globale, je pense que quand les mesures étaient proportionnées, semblaient logiques par rapport à la perception du risque, les gens acceptaient la communication gouvernementale dès qu'il y avait un écart, dans un sens ou dans l'autre. Il y a un moment où, par exemple, la population était finalement prête à accepter des mesures plus sévères que celles qui étaient proposées, ce qui est assez paradoxal, alors qu'à d'autres moments, c'est plutôt l'inverse. Donc il y avait vraiment un sentiment, parfois, ce qui a posé problème, c'est quand il y avait vraiment un écart entre la perception du risque et la communication et le type de mesures qui étaient proposées. Alors, je vais me tourner vers Anne-Emmanuelle Bourgault. Dans votre livre donc, de la démocratie confinée, vous parlez d'une gestion surexécutive. C'est quoi la gestion surexécutive ? Eh bien, c'est une gestion qui laisse la place aux exécutifs. Ça, c'est pas nouveau. Donc le pouvoir exécutif, c'est le gouvernement. Voilà, c'est le gouvernement. Et ici, dans ce cas-ci, c'est les gouvernements, parce que les entités fédérées ont été associées étroitement à la gestion sanitaire. Et donc, c'est une politique, si vous voulez, qui est menée principalement, voire exclusivement par les exécutifs. Et pourquoi surexécutif ? Parce que ça fait un peu inflation de superlatifs, mais parce que l'exécutivisation de l'État, c'est quelque chose qu'on observe hors crise. Mais alors la crise sanitaire a été vraiment l'occasion de renforcer encore cette tendance. Pour faire court, les parlementaires alors n'ont pas été totalement bypassés, mais ont été vraiment consultés à la marge. Et on le voyait d'ailleurs, on l'a vu tous concrètement et quotidiennement. On voyait quand il y avait les conférences de presse, c'était assez frappant. C'était les chefs d'exécutifs des différents niveaux qui nous annonçaient les mesures. Le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux, ou parfois la communauté française, Fédération Wallonie-Bruxelles, quand on parlait d'école. Exactement. Ou de culture. Oui. Les parlementaires vraiment hors jeu. Est-ce qu'on est sorti de la légalité à certains moments dans la gestion de cette crise ? Alors, on est encore, la discussion est encore controversée chez nous les juristes, parce que ça, je dois dire, c'est peut-être comme les psychologues, on doit dire qu'on a fait le job, parce qu'on a beaucoup discuté cette question, et même les juges se sont divisés. Alors, je veux dire, les hautes juridictions, elles sont sûres qu'on n'est pas sorti de la légalité. Je parle des hautes juridictions. Du côté des petits juges, c'est beaucoup plus controversé, et dans la doctrine aussi. Et moi, je pense, oui, qu'on a vraiment abusé de la gestion par arrêté, parce que finalement, de bout à bout, pendant cette gestion, Vous arrêtez, j'explique. Un arrêté, c'est un texte qui est signé par un arrêté ministériel par un seul ministre, un arrêté royal par le gouvernement, à la différence d'une loi qui doit être débattue et votée au Parlement. Voilà, exactement. Et donc, on a, à mon avis, abusé de la gestion par arrêté, parce que la grande différence entre les arrêtés et la loi ou les décrets ou les normes législatives, c'est qu'on contourne les parlementaires. Alors, si on prend un peu le suffrage universel au sérieux, c'est pas anodin. En plus, par ailleurs, ça, je crois que tout le monde peut concéder qu'il y a eu un manque de transparence dans cette gestion. Or, c'est la grande différence entre des délibérations parlementaires et des délibérations gouvernementales, c'est la publicité, mais la publicité dans le sens noble, à savoir la transparence. Ouais. Ça, c'est une garantie constitutionnelle. Ouais. On pourrait vous objecter qu'il y a une loi qui permettait d'utiliser des pouvoirs spéciaux ou de prendre des décisions en cas d'urgence. Elle ne pouvait pas s'appliquer ? Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, dans un premier temps, on a utilisé 2007, la loi sur la sécurité civile, on appelle la loi Guilanguien. On voit bien l'idée, c'est qu'il y a une catastrophe en urgence, il faut adopter des mesures comme évacuer la population, l'assigner à résidence. Et on a utilisé celle-là. Mais on l'a utilisée dans la durée. Jusque quand une série de voix, dont la mienne, mais pas seulement, on a été nombreux
nombreux chez les juristes à dire attendez, c'est un peu court, parce que, si vous voulez, on sent bien que face à une catastrophe comme Guy Languien, bien sûr qu'on n'a pas le temps d'ergoter, bien sûr que la ministre ou le ministre de l'Intérieur doit prendre des arrêtés, mais là, on l'a vraiment maintenu dans la durée. Et après cela, du coup, on a adopté la loi pandémie pour faire face notamment à ces critiques qui disaient attendez, arrêtez de faire ça par arrêté ministériel, il y a aussi des parlementaires. Et je voudrais dire que dès le départ, d'ailleurs, les parlements, et c'est bien la moindre des choses, en démocratie représentative, étaient considérés comme des services essentiels qui pouvaient rester ouverts. Donc, voyons, il n'y a pas l'argument de dire c'était pas possible de les réunir, c'était possible. Alors, c'était même légal, c'était permis juridiquement. Voilà. Alors, je vais me tourner vers Olivier Klein pour vous entendre aussi à propos du livre sur la stratégie vaccinale. On parle d'hésitation vaccinale, mais il y a plusieurs hésitations vaccinales. D'ailleurs, le livre commence avec des exemples. Ça va de l'opposition frontale. Je suis idéologiquement contre la vaccination en général ou cette vaccination-là en particulier. Et puis, il y a le doute, il y a le manque de temps ou le manque d'organisation qui fait qu'on est peut-être pour, mais que ce n'est pas considéré comme une urgence. Hésitation avec pluriel. Il faut vraiment parler de ça ? Oui, donc finalement, on observe un comportement en santé publique qui est qu'on ne se fait pas vacciner. Et donc les raisons qui se cachent derrière ce comportement, elles peuvent être extrêmement multiples. Il y a des gens qui simplement ne se sentent pas concernés. Il y a des gens qui sont prêts à se faire vacciner avec n'importe quel autre vaccin, sauf le nouveau qu'on vient de développer. Il y en a qui sont, par principe, opposés à toute forme de vaccination, etc. Donc il y a toute une série de raisons où il y a juste des problèmes d'accessibilité aussi. Donc il y a vraiment toute une série de raisons. Le problème d'accessibilité, c'est par exemple le fait de devoir me rendre à un centre de vaccination. Ça peut paraître anodin pour beaucoup de monde, mais pour certains, ça peut être un facteur bloquant. Bien sûr que ça peut être un facteur bloquant. Ça peut être difficile pour certaines personnes d'un point de vue purement logistique, parfois. La question de l'âge, du niveau social ou du niveau d'études, ça joue beaucoup dans l'acceptation ou pas de la vaccination ? Alors, ça c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a vraiment de la peine à mettre en évidence des facteurs sociologiques ou démographiques qui expliqueraient l'hésitation par rapport à n'importe quel vaccin. En fait, il se trouve que selon le vaccin, selon le contexte, on peut avoir des groupes différents qui vont s'opposer au vaccin. Par exemple, il y a certains vaccins qui vont être davantage... où il y aura plus d'hésitation chez des personnes de niveau socio-économique plutôt désavantagées, alors que pour d'autres vaccins, on va avoir un effet inverse selon les connotations et les enjeux symboliques du vaccin. Ça va dépendre du type d'information qu'on a reçu sur un vaccin en particulier. Ou des connotations qu'il a. Donc, par exemple, un des facteurs qui peut faire qu'on est opposé à la vaccination, c'est l'adhésion à un mode de vie naturel, le refus de la technologie, le fait de valoriser une santé purement basée sur une bonne alimentation, etc. Ça, c'est une genre de croyance qu'on ne retrouve pas spécialement chez des personnes de niveau socio-économique défavorisé. On va trouver ça plutôt dans la classe moyenne, etc. Et donc, ça va être associé à une méfiance vis-à-vis des vaccins, mais qui est vraiment liée à cette croyance-là et liée à certains vaccins. Et vous expliquez aussi qu'on peut avoir pour soi-même un raisonnement différent de celui qu'on a pour ses enfants. Voilà. Par exemple, ça s'observe notamment chez les mamans. Oui. Je voudrais juste mettre le focus sur un point que vous détaillez assez bien dans tout ce débat qu'on a eu sur pour ou contre le vaccin, c'était le sentiment d'appartenir à des groupes. On était le groupe qui voulait se faire vacciner ou le groupe qui refusait la vacciner. On avait un regard très négatif sur le groupe d'en face. Ils se font laver le cerveau ou ils sont pas rationnels. C'est ce genre de choses. On a vraiment clivé la société dans ce débat. Vraiment, ça c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. Être favorable ou non à la vaccination, c'était finalement, je dirais avant cette pandémie, principalement quelque chose d'individuel, de personnel. Et avec... Dès le moment où on est confronté à une pandémie, où le vaccin devient un enjeu de santé publique, être favorable ou non à la vaccination devient le marqueur vraiment d'une identité sociale, une façon de se positionner politiquement. Et donc, d'une part, évidemment, quand on est favorable à la vaccination, on va décrire ceux qui sont hésitants comme des anti-vax irrationnels, souvent mettant tout le monde dans le même panier. Et inversement, on peut imaginer que de l'autre côté, on voit les gens qui sont favorables à la vaccination comme étant des moutons victimes d'un discours élitiste organisé par enfin éventuellement, ça dépend. Mais donc on a vraiment une opposition, une polarisation qui a pu se créer. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de la communication pendant cette période, à la fois de la communication politique sur les mesures décidées, à la fois de la communication autour de la vaccination, justement. Elle a été bien faite, cette communication, Anne-Emmanuelle Bourgon, ou elle a été un petit peu erratique et ça a ajouté de la confusion
Ou est-ce que vous allez me dire, non, c'est les décisions au départ qui sont confuses et donc la communication est à l'image du processus de décision? Si vous voulez, ça dépend de ce qu'on entend par communication. Il y avait une communication, on le sait tous, on vient d'en parler, il y avait des conférences de presse régulières. Alors, donc ça, la communication, il y en avait. Mais par contre, il y avait peu de communication sur les motivations des décisions. Et ça, parce que, encore une fois, les décisions gouvernementales et certainement les décisions dans le Codeco, qui sont à peu près l'organe le plus opaque qu'on compte dans notre paysage institutionnel, étaient tout à fait, alors oui, secrètes. Et donc, si vous voulez, moi je pense qu'il y avait une forme de décalage entre la communication sur les mesures une fois qu'elles étaient adoptées, avec ces conférences de presse, ces foires aux questions et ces sites voilà, où on pouvait en prendre connaissance, et finalement une grande opacité sur les motivations. Et ça, je crois que ça a contribué à ces clivages dont on vient de parler, parce que c'est quelque chose moi, qui me frappe, comme on a été divisé en fait, entre les vaccins et pas les vaccins, entre ceux qui étaient pour les mesures, pas les mesures, etc. Je pense que cette ambiance opaque a contribué à cliver et à aiguiser les débats et à conflictualiser les débats. Alors que, encore une fois, il ne s'agit pas de réinventer la pluie. Les congressistes de 1830, s'ils tenaient et s'ils protégeaient certaines matières, dont les droits et libertés et dont les matières pénales, par le principe de l'égalité, c'est-à-dire que dans la Constitution, ils ont écrit qu'il fallait des lois et des délibérations parlementaires, c'est pas parce qu'ils pensaient que tous les parlementaires étaient plus vertueux, c'est notamment parce qu'ils pensaient que des délibérations publiques étaient de nature à garantir un débat et une information de l'opinion publique éclairée. Oui, Olivier Klein, vous parlez d'infodémie, ce concept de... On a eu tellement d'informations qu'on a été un petit peu noyé, c'est ça? Oui, en fait, c'est une métaphore que j'aime pas tellement, parce que l'infodémie, c'est l'idée que, oui, effectivement, on a plein d'informations et on est submergé d'informations, on ne peut pas y faire face, mais en fait, les informations, ce n'est pas des virus qui se transmettent indépendamment des gens, un peu comme dans le contexte d'une maladie contagieuse. Chacun fait sens de ces informations et en fonction de ses appartenances, va les partager ou non. Et donc pour moi, ça, c'est vraiment différent. Mais peut-être pour revenir sur la communication, je trouve qu'il y a quelque chose peut-être à distinguer. C'est le problème de la communication sur les mesures sanitaires, surtout au début de la pandémie, qui était perçu très fort comme top-down, comme venant d'en haut, et parfois un peu chaotique, parce qu'il manquait en fait, et là je suis tout à fait d'accord Emmanuel, un horizon finalement. Nous on a toujours plaidé pour un véritable baromètre aussi qui spécifie, voilà, on a pris telle décision parce qu'on est dans telle situation au niveau de la pandémie, que les gens puissent avoir une vision pour s'orienter. Maintenant je trouve qu'il faut distinguer ça de la vaccination, de la campagne de vaccination, qui, je trouve, globalement, a été quand même un grand succès. On a vraiment un taux de vaccination tout à fait honorable par rapport à la moyenne européenne. Un peu inférieur à Bruxelles que dans les deux. Oui, donc dans la Flandre notamment. Hein. Bien sûr, mais il y a vraiment une tendance qu'on peut avoir à toujours se centrer sur les poches les plus difficiles, et c'est assez logique. Et c'est vrai qu'il y a des publics qui ont été en quelque sorte, peut-être pas oubliés, mais où les taux de vaccination sont beaucoup plus faibles, mais globalement, on peut dire que cette campagne de vaccination, je trouve, a quand même été un succès. On l'a pas dans les détails, c'est très détaillé évidemment dans le livre, on n'a pas le temps de tout étudier maintenant, mais vous expliquez que par exemple, le fait de communiquer sur le fait qu'une majorité souhaite se faire vacciner, ça c'est un élément de communication qui renforce le désir de vaccination. Alors ça, c'est un phénomène de psychologie sociale élémentaire, c'est que si on a l'impression que les membres de son groupe font quelque chose, on a beaucoup plus tendance à le faire. Et d'ailleurs, on constate que les gens qui étaient hésitants par rapport à la vaccination au début de la pandémie, à mesure que leurs proches et les gens de leur réseau social se faisaient vacciner, finissaient par le faire aussi. Et donc il y a vraiment un effet ce qu'on appelle un effet d'entraînement là. Je voudrais vous interroger l'un et l'autre sur la distance, parfois le manque de confiance ou même l'aspect critique. Plus on était critique quand on était critique avec des mesures comme le Covid Safety Kit par exemple, ou avec la vaccination, est-ce que ça voulait dire qu'en fait finalement on n'avait pas confiance, soit dans le monde politique, soit dans le monde syndical? Ça fait partie des ressorts psychologiques qu'on a pu éprouver?
Alors, Emmanuel les ressorts Bourgon. psychologiques, ça, je laisse ça à mon collègue. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que, pour parler toujours de communication, c'est qu'il y a eu même des campagnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez la campagne Tous unis contre, c'était au moment de, je ne sais pas quel exploit de football, parce que je sais absolument nul en football. Une équipe de 11 millions Voilà, de Belges. exactement. Merci beaucoup, M. Grosfilet. Et donc, il y avait, si vous voulez, cette communication Tous unis, et puis finalement, beaucoup de facteurs de division. Vacciné, pas vacciné, puis il y a eu le CST, il y a eu... je trouve, au fur et à mesure de la crise, et une division et une tendance à la polarisation des débats où c'était très difficile d'incarner une troisième voie. Vous voyez, on n'était pas forcément un dangereux ou une dangereuse complotiste parce qu'on disait, parce qu'on critiquait telle ou telle chose. Et à l'inverse, de l'autre côté, on n'était pas non plus, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Et j'ai l'impression que ça a été très difficile et dans beaucoup de professions. Et je le disais au début, je trouve que chez les juristes, on a fait le job. Chez les psys, même chose, mais dans certaines professions, comme les médecins, les pharmaciens, les professeurs, je parle par exemple des professeurs du secondaire, ça a été très difficile en fait, sans se faire taxer de complotiste, d'être un peu en dehors du discours officiel. Ouais. Et ça, je trouve ça dommage. Il y a un aspect de refus d'accorder la confiance quand on se dit contre la vaccination, on est quelque part en mode critique contre le pouvoir scientifique ou politique. Olivier Klein ou pas? Alors, c'est plus subtil que ça. Alors, en fait, c'est plus subtil que ça. Donc, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, effectivement, pour se faire vacciner, il faut avoir confiance en toute une série d'agents. Donc, non seulement on doit avoir confiance dans le vaccin lui-même, mais dans la personne qui vous vaccine, dans le gouvernement qui vous demande de vous faire vacciner, etc. Et donc, effectivement, quand on n'a pas confiance dans les autorités, il y a beaucoup moins de chances qu'on ait envie de se faire vacciner. Mais en fait, l'inverse, on peut avoir aussi l'effet inverse. On sait par exemple que des gens qui ont peur de se faire vacciner, par exemple parce qu'ils ont peur des aiguilles, c'est quelque chose qui est assez connu, qui est un facteur tout à fait individuel. Il y a une proportion importante de la population qui est juste réticente à la vaccination. Pour ces personnes-là, souvent, on va essayer de rationaliser cette peur qui est un petit peu pas facilement acceptable socialement, en faisant appel, par exemple, à des croyances complotistes ou à une défiance dans le gouvernement. Donc ça peut aller dans les deux sens. Par exemple, le vaccin, ça nuit à la fertilité. C'est voilà, le genre de rumeurs qu'on entend souvent. Je voudrais juste un mot sur ce que vous appelez l'ancrage. C'est quoi ancrer une décision ou ancrer un discours? Vous donner un exemple? Disons que quand on est confronté à un nouveau concept qu'on ne connaît pas très bien, on va essayer de le rattacher à quelque chose qu'on connaît. Et donc, par exemple, les vaccins... Quand on a introduit ces vaccins à ARN messager dont les gens ne comprenaient pas très bien, il fallait les rattacher à quelque chose qu'on connaît. Alors l'ADN, on a l'impression qu'on sait plus ou moins ce que c'est. ARN, ça ressemble à ADN, etc. Et donc il y a eu cette idée que ces vaccins allaient modifier notre ADN, notre matériel génétique. Donc ça, c'était un ancrage contre-productif pour les partisans du vaccin. Voilà, par exemple. Et par contre, si j'ancre en disant utiliser le vaccin, c'est l'arme qui va me permettre de battre la maladie, de gagner une bataille, ça, c'est un ancrage positif. Voilà, par exemple. Ouais. Une dernière question, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de vos ouvrages pour la prochaine pandémie, si par malheur on devait en avoir une? Anne-Emmanuel Bourgault. Qu'il faut horizontaliser les décisions, qu'il faut plus, on peut parier en fait, on peut parier sur le bon sens, sur l'intelligence collective. Alors ça a l'air totalement bisounours quand je dis ça, mais ça ne l'est pas. C'est que en fait, moi je constate, si vous voulez, au fur et à mesure des arrêtés, il y a une espèce d'effet d'emballement où l'État belge prend de plus en plus de mesures à force de contourner les contrepoids, donc prend des mesures de plus en plus rapidement. Et donc même quand on était de bonne foi, moi, par exemple, j'ai vraiment eu scrupule à respecter les arrêtés toujours, à un moment donné, mais moi, alors que je suis juriste, j'avais du mal à savoir ce que je devais faire. Et donc ça veut dire que la leçon à retenir, c'est que même si on n'a que l'efficacité en vue, surexécutiviser et pas horizontaliser, notamment avec les parlementaires, mais aussi avec les citoyens, c'est en fait se tirer une balle dans le pied. Olivier Klein, une idée à retenir pour une éventuelle prochaine pandémie? Eh bien, impliquer tous les sous-groupes, le plus de sous-groupes possible dans la décision politique. Ouais, et vous dites aussi, il ne faut pas abuser des discours anxiogènes. C'est une des conclusions de votre ouvrage. Donc, Psychologie de la vaccination, Olivier Klein et Vincent Isorbitt. Et Covid-19, la démocratie confinée d'Anne-Emmanuel Bourgault. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. On sera de retour demain à 7h25 pour vous informer sur BX1 avec Bonjour Bruxelles. Continuez à bien vous informer et à demain.